Je crois que ce travail que j'ai fait sur les femmes préhistoriques, m'a conduit à m'intéresser à ce concept de beauté. Alors, je suis Claudine Cohen, je suis historienne et philosophe des sciences, et je travaille essentiellement sur les sciences de la vie et de la terre, et en particulier sur la paléontologie et la préhistoire, sur les représentations de la préhistoire. Et j'ai la chance aussi de travailler plus directement avec des scientifiques dans le cadre de ma chaire biologie et société à l'école pratique des hautes études au laboratoire biogéosciences de Dijon. Et donc j'ai travaillé sur divers aspects de l'histoire de la paléontologie et de la préhistoire, et tout particulièrement depuis une quinzaine d'années sur la place des femmes dans la vision que nous avons de la préhistoire et dans les sociétés préhistoriques. Et donc ce travail a été neuf, je crois, en France il y a une quinzaine d'années, mais il s'inspirait beaucoup de courants féministes américains qui avaient déjà depuis assez longtemps, depuis plus de 30 ans, ouvert ce type de sujet et remarqué qu'on parlait très peu des femmes dans la préhistoire, et que l'essentiel de l'objet des sciences de la préhistoire humaine, c'était l'homme, mais l'homme avec un grand H, mais aussi l'homme avec un petit H, l'homme chasseur, l'homme créateur, l'homme qui faisait un tas de choses, et les femmes étaient un petit peu cachées, invisibles. Et donc, je me suis attachée à essayer de leur donner une visibilité, et en particulier, un des objets les plus magiques que j'ai eu à étudier, ce sont ces fameuses représentations féminines qui existent alors, aux périodes les plus tardives de la préhistoire, c'est-à-dire au paléolithique, à partir du paléolithique supérieur, donc il y a à peu près 40 000 ans. Et on trouve donc des représentations féminines réalistes sous la forme de statuettes, mais aussi symboliques sous la forme de dessins, de vulves, qu'on trouve un peu à toutes les époques du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire entre moins 40 000 et moins 10 000, sur les parois des grottes ornées. Alors c'est vraiment une rencontre tout à fait saisissante que celle de ces objets. Et j'ai eu la chance de pouvoir non seulement les voir dans les grottes, j'ai pu aller au fond de la grotte Chauvet, la vraie, et voir cette salle terminale où on voit au milieu de la salle une sorte de pendant rocheux, une sorte de stalactite rocheuse sur laquelle est dessiné le bas d'un corps de femme avec un sexe tout à fait appuyé et peint en noir. Mais aussi, j'ai pu aller voir ces statuettes, les tenir dans mes mains, et c'est vraiment une rencontre tout à fait particulière, une expérience tout à fait particulière que celle de passer du temps avec ces objets qui ont traversé les âges. Et par exemple, au musée ethnographique de Saint-Pétersbourg, j'ai eu la chance de pouvoir passer des heures à regarder, à photographier ces fameuses statuettes en ivoire, en calcaire qu'on a trouvées soit dans la vallée du Don, dans le site de Klastionki, soit en Sibérie, sur plusieurs autres sites. Et donc en France aussi, évidemment, on a toute une collection de ces statuettes au musée de Saint-Germain-en-Laye et au musée de l'Homme. Au musée de l'Homme se trouve la fameuse Vénus de l'Espugue qui a été trouvée en Haute-Garonne en 1922 et qui est probablement une des plus belles représentations féminines que nous avons, qui nous est restée de cette période du Paléolithique. Alors, bon, j'ai dit que c'était une des plus belles, mais il faut bien voir que quand on a trouvé ces objets, ça n'a pas été l'idée première. L'idée première, c'est qu'il y avait quelque chose, même peut-être d'horrible, dans ces images de femmes.
Et l'abbé Breuil, en voyant la fameuse Vénus de Willendorf qui avait été trouvée en 1908, l'abbé Breuil, qui était le grand spécialiste de l'art paléolithique pendant toute la moitié du XXe siècle, l'abbé Breuil disait « c'est un réalisme poussé jusqu'à l'horrible ». Et cette idée d'un réalisme et cette idée de l'horrible, ce n'est pas seulement l'abbé Breuil qui l'a développée, mais on trouve aussi par exemple chez Linda Need, qui est une féministe américaine qui a écrit un livre qui fait autorité sur le nu féminin, The Female Nude. Elle parle aussi de la Vénus de Willendorf comme étant non un nude, non un nu artistique, mais un naked, ça veut dire la nudité brute, la nudité presque dégoûtante qui est montrée dans cet objet. Donc ce n'est pas une idée si ancienne que cela, que celle de l'horrible. Et je voudrais un peu m'inscrire en faux contre cette double vision de l'abbé Breuil, d'un côté un réalisme et d'autre côté l'horrible. Réalisme, alors c'est une idée qui court effectivement dans l'histoire de la préhistoire, que ce sont des représentations réelles de femmes qui existaient à ces époques. Alors ce qu'on voit sur ces statuettes, ce sont des corps extrêmement volumineux dans leur forme féminine, c'est-à-dire les seins, c'est-à-dire le ventre, les fesses, les cuisses, avec la vulve très appuyée, très, très marquée. Et puis la tête est réduite à presque rien, ou à rien du tout, ou alors elle est couverte d'un grillage. Les bras sont presque inexistants, ils sont tout maigres, souvent il n'y a même pas de mains, et les pieds aussi sont inexistants, les jambes sont aussi réduites. Et donc cette hypertrophie du milieu du corps, eh bien, elle a fait songer, alors pour certains, à l'idée qu'il pouvait s'agir de femmes calipiges ou stéatopiges, comme on avait vu certaines femmes autantotes. Hein, vous savez que la Vénus autantote, la fameuse Saartjie Bartman, avait été une curiosité au début du XIXe siècle. Elle a été regardée, montrée dans les foires, elle a été disséquée par Cuvier après sa mort, mais son sexe lui-même a fait l'objet de toutes sortes de curiosités. Et donc peut-être que ce nom de Vénus, qu'on attribue un peu par antiphrase à ces objets, vient un peu de là, hein, de l'idée que voilà, la Vénus autantote. Il y a aussi l'idée de la Vénus impudique. C'est le nom qu'on a donné à la première statuette qu'on a trouvée en 1865. Pourquoi impudique? Elle est effectivement, c'est un corps. Alors là, elle n'a pas beaucoup de forme, mais on voit surtout son sexe. C'est un corps de femme, de jeune femme probablement. Et alors c'est par opposition avec ce que les archéologues de l'Antiquité, parce que ce sont souvent des archéologues de l'Antiquité qui ont étudié, qui ont découvert et étudié ces objets, appelaient la Venus pudica, hein, de la statuaire romaine. La Vénus pudique, celle qui cache ses parties sexuelles et ses seins et son sexe. Au contraire, là, on avait affaire à une Vénus impudique, et encore une fois, quelque chose qui choquait. Alors, on a dit que c'était des représentations réalistes, et je pense que cette idée a été, disons, battue en brèche, critiquée à peu près vers le milieu du XXe siècle, et en particulier par le roi Gourand, qui était un grand préhistorien et qui a beaucoup travaillé sur l'art paléolithique, et qui a montré qu'en fait, si on regarde toutes ces figurines qui existent de la Russie à l'Europe centrale, à l'Europe occidentale, il y a une grande homogénéité entre elles, et cette homogénéité, eh bien, elle peut être envisagée ou réduite sous des formes géométriques. C'est-à-dire qu'il y a un losange, il y a des formes circulaires, etc. Et on a l'impression, dit le roi Gourand, que c'est une grande stylisation qui est à l'œuvre dans ces compositions, et non pas du tout une imitation du réel.
Et le roi Gourand a des mots très, très ironiques, comme il l'avait souvent, pour dire que cette fameuse Vénus de Lespugue, avec sa toute petite tête et son gros corps, contemplait du haut de sa tête l'épouvantable effondrement de ses seins et de son ventre. Et il disait la femme préhistorique, ce n'était pas ça, ça ne pouvait pas être ça. Donc il y a autre chose dans ces images. Alors si on regarde cette Vénus, j'ai malheureusement pas l'original ici, mais un moulage qui n'est pas mauvais, on s'aperçoit, bon, elle a été cassée au moment où elle a été découverte. Un coup de pioche malencontreux a détruit la partie antérieure de son corps. Et au fond, bon, c'est un accident malheureux, mais c'est assez intéressant dans la mesure où ça nous montre, ça met en lumière toute l'architecture précisément de ce corps. On a l'impression vraiment, à regarder ces formes, d'être devant une œuvre presque cubiste, avec cet emboîtement de sphères, de cubes, etc., qui sont visibles ici. Alors, elle est en ivoire de mammouth, donc c'est blanc, l'ivoire de mammouth, et elle est peinte en noir, donc elle est colorée, probablement à l'oxyde de manganèse. Ce qui est très intéressant, on n'a pas beaucoup de Vénus. Certaines, on sait qu'elles ont été peintes, mais la peinture a disparu, comme la petite Vénus de Brassainpuy. On sait qu'il y avait des traits du visage dessinés, mais ils ont disparu. La Vénus aussi de l'Ocel avait probablement des traces de peinture, de la peinture sur elle. Celle-ci est entièrement donc recouverte de noir. Alors, on distingue donc ici cette petite tête. On distingue aussi derrière, on ne le voit pas très bien, mais des traces verticales qui ont été interprétées comme des cheveux. Et puis ici, en bas du corps, au-dessous des fesses très, très accentuées, il y a aussi des tracés verticaux qui ont été interprétés comme un vêtement, comme un pagne. Et le fait qu'il y ait un vêtement en fibre est quelque chose d'assez intéressant. Il y a plusieurs statuettes, en particulier russes, qui portent des cordes, des lacets, des bracelets en cordes, qui associent en quelque sorte les femmes aux fibres et au travail des fibres, ce qui est, je crois, quelque chose d'intéressant. Et d'autre part, donc, nous avons cette silhouette de cette façon, mais on a pu montrer que si on renverse la statue, et c'est Yves Coppens, en fait, qui a écrit dans les années 80 un article là-dessus. Bon, il faut faire abstraction du socle qui n'existe pas dans l'original, mais on s'aperçoit qu'on peut aussi voir ces statuettes vues de dos comme en la renversant, comme une deuxième figurine, avec une tête ici, des cheveux ici, et les fesses et les jambes. Donc il y a un jeu. Il y a un jeu de formes, il y a non seulement cet extraordinaire travail des formes qui conduit à modeler en quelque sorte la plastique de cette statuette, mais il y a aussi un jeu qui consiste à la possibilité de la retourner et de la voir encore sous une autre forme. Et puis, il y a une autre vision qu'on peut en avoir, c'est, comme d'ailleurs beaucoup de ces statuettes paléolithiques, il y a quelque chose d'un peu phallique dans cette silhouette. Voilà. Et on peut montrer que beaucoup de ces silhouettes de statuettes paléolithiques allient en quelque sorte le féminin et le masculin à travers cette forme phallique qui les caractérise. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans cet objet. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contrastes qui sont condensés dans cet objet. Il y a le blanc et le noir, il y a la gracilité du cou et la pesanteur des seins, il y a le masculin et le féminin, il y a donc tout un ensemble de traits très complexes, il me semble, qui nous montre la complexité de la pensée formelle de ces hommes du Paléolithique, et aussi, d'une certaine façon, leur humour, parce que ce que le roi Gourand appelait ces jeux de formes, ces calembours formels, c'est quelque chose qui existe
dans beaucoup de représentations paléolithiques, dans l'art mobilier et aussi dans l'art pariétal. Et donc il y a un plaisir et peut-être un besoin de jouer avec les formes, de les faire jouer. Et c'est ce qui est bien visible sur cet objet-là.